dear. Once here, oh dear, as we honor you today, all the glory is wonderful, is wonderful, yeah. You are wonderful, you are worthy, yes you are. Ok. Bon, on va terminer notre séminaire aujourd'hui. C'était un peu court, mais bon, nous n'avions que 10 heures. Donc, le séminaire portait sur mémoire et plaidoirie devant la juridiction pénale internationale. Et comme je vous ai dit, parmi vous, certains auront peut-être l'opportunité d'être recrutés dans une juridiction pénale internationale, peut-être dans un premier temps comme stagiaire, parce qu'il y a également beaucoup de stagiaires qui sont recrutés. La demande est forte, particulièrement devant la Cour pénale internationale. Donc il est essentiel que vous puissiez être habitués aux procédures qui sont appliquées devant les juridictions pénales internationales. Alors, vous retiendrez simplement deux choses dont nous avons longuement parlé: l'écrit judiciaire et l'oralité des débats. J'ai insisté sur l'écrit judiciaire. Une écriture judiciaire ne se fait pas n'importe comment. Il y a des règles qu'il faut respecter. Et donc, j'ai 3 documents sous les yeux. Le document de la défense, l'écriture du bureau du procureur et la décision qui a été rendue par les juges. Je vous ai dit que les règles de forme sont importantes devant les juridictions pénales internationales. Et ça, bon, on a corrigé un petit peu la fois passée, et je reviens encore là-dessus, parce que bon, j'ai eu le temps de les relire maintenant, et la forme et le fond, ce qu'il faut respecter, c'est d'abord les procédures standards d'écriture devant les juridictions pénales internationales. S'agissant particulièrement de la Cour pénale internationale, il y a un formulaire standard que malheureusement nos amis de la défense, c'est là la défense, n'ont pas utilisé. Et puisque vous ne l'avez pas utilisé, ce formulaire, vous avez eu des difficultés, et ce qui fait notamment que votre écriture n'est pas paginée. On ne voit pas la pagination. Parce que si vous aviez utilisé le formulaire standard, la pagination serait automatique. Et lorsque vous rédigez votre écriture, je vous dis, et vous avez eu l'opportunité de critiquer les 2 écritures que je vous ai communiquées, vous avez fait un certain nombre de remarques contre l'écriture, le document numéro 6, mais bon, vous-même parfois vous êtes tombé sur cette erreur-là, les erreurs que avait commises l'auteur de cette écriture. Lorsque vous rédigez une écriture, à la fin de l'écriture, eh bien, vous la datez et vous la signez, tout simplement. Vous la datez, vous mentionnez les lieux, généralement c'est à La Haye, vous mettez la date, en tout cas pour les juges, votre écriture sera toujours signée à La Haye, parce que c'est là le siège de la Cour pénale internationale. Pour les procureurs, pareil, l'écriture sera généralement signée à La Haye, parce que c'est là également le siège du bureau du procureur. Pour la défense, vous n'êtes pas obligé de signer votre écriture à La Haye. Vous la signerez à La Haye si vous l'avez rédigée à La Haye. Mais il peut se trouver que le jour où il n'y a pas d'audience, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous rentrez dans votre cabinet de Paris, ou vous êtes dans une procédure au Cambodge, vous partez au Cambodge. Si de là où vous vous trouvez, vous rédigez votre écriture, vous la datez de l'endroit
où vous vous trouvez. Fait à Paris, vous mettez la date, le 1er février 2014. Donc là, je ne l'ai pas vu du côté de la défense. Vous datez et vous signez. Quand je dis vous signez, c'est-à-dire vous mettez le nom de la personne qui engage votre équipe. Bon, pour les juges, c'est signé par tous les juges. Et j'ai vu qu'ils ont bien fait. Pour le procureur, on ne signe pas bureau du procureur, je vous l'ai dit, vous signez, c'est le procureur qui signe. Si le procureur se trouve empêché et qu'il délègue, elle en l'espèce, actuellement, c'est une femme, qu'elle délègue ses fonctions à un de ses premiers substituts, eh bien le premier substitut signera tout simplement l'écriture au nom du procureur. Donc, on ne signe pas bureau du procureur, vous signez Madame X, Y, procureur. Et pour la défense, vous ne signez pas équipe de défense, mais vous signez, vous mettez le nom de la personne. Dans la deuxième page de notification, il y a toujours les noms, les destinataires de vos documents. Eh bien, c'est celui qui vient en premier, qui est le chef de l'équipe. Donc, celui qui vient en premier, c'est le procureur. Pour la défense, celui qui vient en premier, c'est le conseil de la défense, le conseil principal de la défense. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit à propos de l'équipe de défense. Il y a un conseil principal, il y a un co-conseil éventuellement, il y a un assistant ou une assistante juridique, un case manager, gestionnaire des dossiers, etc. Donc voilà, s'agissant des écritures. Donc, ce sont des règles que vous devez, parce qu'on n'aura plus d'autres séances pour ces précisions, donc tenez à ça. Je vous rends ce soir, je vous envoie par mail et j'ai corrigé, je vous rends par mail vos devoirs que vous avez fait sur cet aspect précis. Écriture, devoir numéro 1. J'ai particulièrement apprécié l'écriture du bureau du procureur. C'était une écriture qui était bien structurée. Selon la méthode académique que je vous ai enseignée, c'était très bien, parfait. Enfin, tout le monde a respecté cette méthode. J'ai bien vu que l'exposé des faits et procédures était bien fait. Et j'ai surtout apprécié la discussion en droit, parce que j'ai constaté que vous avez fait un véritable travail de recherche. J'ai vu la doctrine et j'ai vu de la jurisprudence internationale. C'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Voyez. Et donc, quand vous êtes engagé dans une procédure devant une juridiction pénale internationale, faites attention à ce que vous rédigez. Ça vaut pour les juges aussi. Ça vaut pour la défense aussi. Faites attention à ce que vous écrivez. Faites de la recherche. C'est une requête qui est soumise au juge. Et donc vous êtes de la partie adverse. Et parfois, lorsque vous avez une requête qui est soumise, il est difficile parfois de répondre à cette requête-là. La chose qu'il faut faire, c'est de faire de la recherche. Vous êtes habitué à la recherche depuis la première année jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes dans ce diplôme universitaire. Il y en a qui sont en Master 1, d'autres en Master 2. Il y a même des professionnels ici. Donc, la recherche devant les juridictions pénales internationales est inévitable. Vous entrez dans la bibliothèque, vous recherchez la doctrine, vous recherchez la jurisprudence pour vous permettre de trouver des arguments pour contester les arguments adverses. J'ai particulièrement apprécié la subtilité que vous avez introduite en allant même jusqu'à rechercher l'irrécevabilité pour cause de délai. C'était voilà, c'était bien, j'ai beaucoup apprécié. Et donc ça c'est, voilà, il faut de la créativité aussi. Pourquoi? Parce que la Cour pénale internationale aujourd'hui n'a pas de précédent. C'est une juridiction, c'est vrai qu'il y a le TPIR, c'est vrai qu'il y a le TPY, mais dans son caractère permanent, la Cour pénale internationale n'a pas de précédent. Donc, elle crée elle-même sa propre jurisprudence. Les atteintes à l'administration de la justice dont vous allez connaître aujourd'hui, pour la Cour pénale internationale, c'est une première. Et donc, il est nécessaire d'avoir un esprit d'inventivité, de créativité, pour essayer d'aider justement les juges à créer leur jurisprudence. Et en l'espèce, ils l'ont fait. Puisque vous avez soulevé cette exception,
eh bien, les juges qui ont l'obligation de dire le droit a été obligé de statuer. Donc c'était bien. Les juges, vous avez respecté la forme aussi, le format standard. Vous avez fait un bon jugement, je vous ai dit la fois passée, dans la structuration, jugement bien structuré, vous rencontrez d'abord, vous exposez d'abord les arguments des parties en présence, et puis vous vous positionnez. À chaque chef de demande, vous avez procédé de la même manière. C'est une très bonne méthode. Le seul problème, et ça je vous l'ai dit la fois passée, c'est que voilà, la procédure, c'est la porte d'entrée du droit. La forme, c'est la porte d'entrée du fond. Vous ne pouvez pas aborder le fond sans avoir franchi le filtre de la forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si une requête est présentée devant la Chambre, avant que la Chambre ne se prononce sur la requête, eh bien, s'il y a eu une exception d'irrecevabilité, la Chambre est obligée de statuer sur cette exception. Vous l'avez fait. Alors, si la requête est recevable, en ce moment-là, le filtre est franchi, vous examinez le fond. Mais si la requête est déclarée irrecevable, vous n'abordez pas le fond. Vous vous arrêtez là, vous rejetez la requête, un point c'est tout. Et donc, vous ne spéculez plus. Vous dites non, nous aurions pu aborder le fond en parlant de ceci. Non, ce n'est pas nécessaire. Et donc, c'est pour ça que vous avez eu une difficulté pour conclure votre écriture. Vous la rejetez, mais en définitive, on ne sait pas pourquoi vous la rejetez. Est-ce que vous la rejetez parce qu'elle est irrecevable ou vous la rejetez parce qu'elle n'est pas pertinente? Donc ça, c'est... Hein, donc voilà, c'est juste la petite remarque que je tenais à vous faire. Donc, dans l'ensemble, le travail était bien fait. Alors maintenant, c'est la petite dernière remarque que je vous donne avant de vous laisser entrer sur le terrain. Je vous ai dit que l'écrit, il faut bien entendu faire attention à l'écriture judiciaire que vous produisez, mais l'oralité des débats est importante. Et ici, je m'adresse particulièrement à la défense et au procureur. Quelle que soit la clarté de votre écriture, quelle que soit la pertinence de votre écriture, il faut que vous soyez en mesure de la soutenir devant les juges. C'est vrai qu'après avoir lu, bon, ici on suppose que les juges n'ont pas encore rendu leur décision. D'accord. Donc je vous laisse aujourd'hui la liberté de statuer comme vous voudrez. Vous pouvez rejeter l'exception ou l'accepter. Vous pouvez statuer au fond ou sur la forme, ça je vous laisse le soin de décider comme vous le voudrez. Mais en général, les juges, c'est des êtres humains, on est tous d'accord. Quand ils ont lu les Écritures, ils se font déjà une opinion, hein, il ne faut pas se leurrer. Ils se font déjà une certaine opinion, ils se disent, probablement le procureur a raison, probablement la défense a raison. Mais les choses peuvent changer au cours des débats. C'est ça l'importance de l'oralité. Dans la pertinence, la fougue que vous mettez à soutenir vos arguments, vous pouvez arriver à changer l'opinion que peut-être les juges se sont déjà faites de vos écritures, mais qu'ils ne peuvent pas vous le dire, ils ont l'obligation déontologique d'écouter toutes les parties, mais il n'empêche que c'est des êtres humains, ils se sont déjà peut-être fait leur petite opinion. C'est maintenant qu'il vous appartient, quelles que soient les erreurs dont je vous ai parlé, dans vos requêtes et vos écritures respectives, c'est maintenant que vous avez l'opportunité, eh bien, de faire changer le cours des événements. Par la persuasion de vos arguments, par la pertinence des arguments que vous allez soulever devant les juges, eh bien, convainquez les juges et puis remportez la bonne décision. Voilà, donc je vais vous laisser, les juges vont sortir, tout le monde va se mettre en place, et voilà, pendant ce temps, je vais me mettre derrière. Bon, So baby re, così baba bi re, come solo bi re.
be red, cause my soul ought to be red.